Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Anaïs de Chanteloup-Billet. Aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie puisque je suis avec Martin Soudan. Martin, donc merci beaucoup d'être avec Merci moi. à toi Anaïs. Martin, tu es scénariste, Oui. réalisateur et maintenant on peut le dire écrivain. Eh bien oui, une corde plus à mon arc. En tout cas, j'ai participé effectivement à l'écriture d'un livre. On peut le trouver dans toutes les bonnes librairies et il s'appelle La chanson française un peu beaucoup passionnément. Tu l'as écrit avec Didier Varro. Absolument. Comment ce projet a commencé ? Eh bien, j'ai reçu l'appel d'une éditrice de la maison Le Robert, du groupe Editis, et qui m'a dit « Écoutez Martin, je vous appelle parce que je cherche un scénariste de cinéma, ou en tout cas un scénariste de fiction, pour travailler avec Didier Varro sur un projet de livre. » Et j'ai demandé à une productrice que je ne connaissais pas le nom d'un scénariste. Il s'avère que vous avez pris un café avec elle hier matin. Vous êtes le premier nom qu'elle a cité. Je vous appelle donc en premier. Mais c'est exceptionnel parce que, bon, on se connaît, mais tu es quand même passionné de chansons françaises. Passionnée. Elle ne pouvait pas le savoir. Donc moi, évidemment, je lui ai dit, écoutez, je me suis toujours dit, moi, qu'une ligne manquait sur mon CV, celle de pouvoir avouer au grand jour que je connaissais vraiment mais des centaines de chansons par cœur, que j'adore la chanson française, qu'elle a bercé mon enfance et que c'est la bande-son de toute ma vie. Et que du coup, cette opportunité tombait du ciel pour moi. Comment ça a commencé avec Didier Varro, la collaboration ? Et ben en fait, on s'est pendant un peu plus d'un an retrouvés presque deux ou trois fois par mois sur l'heure du déjeuner dans son bureau à Radio France, parce que Didier Varro est depuis une trentaine d'années le monsieur chanson de Radio France. Et en me rendant à la maison de la radio dans le bureau de Didier pour des séances de travail qui duraient 2 heures, au cours desquelles les premières semaines, on a décidé ensemble de l'angle du livre, des thèmes des différents chapitres, et ensuite chaque séance était consacrée à un chapitre au cours duquel j'allumais mon petit dictaphone. Nous parlions. En tout cas, je l'écoutais surtout. Et ensuite, il y avait un travail de rédaction que je faisais de mon côté pour mettre en forme ce qu'il avait à dire. Dans le livre, on retrouve plusieurs anecdotes. Je ne vais pas dire lesquelles pour Pour attirer donner envie aux gens de Exactement. l'acheter. C'est laquelle ton anecdote préférée ? Moi, je retiens le jour où France Gall a remporté l'Eurovision. Elle revient sur scène en larmes. Et en fait, on croit qu'elle est en larmes parce qu'elle est très émue d'avoir gagné. Et elle racontera plus tard qu'elle est en larmes parce que dans les coulisses, la candidate anglaise lui a foutu une gifle. Elle a giflé, ouais. Et en plus, elle a eu au téléphone son amant d'alors, qui n'est autre que Claude François, et qui, par jalousie, lui dit « Tu as gagné, mais tu m'as perdu ». C'est une anecdote qui raconte qu'il faut toujours aller un petit peu plus loin que les larmes des artistes. On ne sait pas exactement ce qu'elles cachent en général. Et il faut quitter Claude François aussi. On va parler un peu plus de toi. Est-ce que tu as une anecdote qui n'est pas dans le livre que tu adores sur la chanson française ? Oui, c'est une anecdote qui ne concerne que moi, mais j'espère qu'elle vous amusera aussi. C'est que lorsque j'étais collégien, j'ai fait un job d'été dans un château en Angleterre où j'étais jardinier. Bon, c'est pas ça qui est drôle en soi, mais c'est qu'il y avait d'autres jeunes jardiniers avec moi, dont des jeunes filles venues de Hongrie qui étaient passionnées par la chanson française, en l'occurrence la comédie musicale Roméo et Juliette. Elles en connaissaient toutes les paroles, mais en phonétique. Et elles m'ont demandé donc de leur traduire les paroles de cette chanson, et je me suis retrouvé à leur expliquer que aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est voler et toucher les ailes des oiseaux. Je leur traduisais en anglais et j'ai vu la déception sur leur regard de se rendre compte que les paroles étaient aussi cucu. Et pour toi, elles sont très belles. Elles sont très belles et en même temps, je pense qu'elles imaginaient autre chose. Elles auraient peut-être préféré ne pas connaître le vrai sens de ces paroles. Comme quoi, il faut jamais trop rencontrer ses idoles. Comment ça a commencé ta passion pour la chanson française ? Est-ce que tu as un souvenir d'enfance ou d'adolescence précis par rapport à ça ? Oui, je pense que ça a commencé sur la banquette arrière de mes parents, sur la route des vacances, en écoutant des cassettes. Et nous avions pas 50 cassettes non plus. L'année 94, on en avait 2. Il y avait 2 de Céline Dion et Lorada de Johnny Hallyday. Et par exemple, ces 2 cassettes-là, je les connais absolument par cœur parce qu'on les écoutait en boucle. Un album, ça dure 1 heure. Un départ en vacances, ça dure 8 heures. Voilà, je vous laisse faire le calcul. Est-ce que le sens des paroles est important pour toi ? Oui, le sens des paroles est important pour moi. Je vais avoir du mal à aimer une chanson si je trouve les paroles complètement neuneux ou si je ne les comprends pas. À la seule exception que j'ai appris par cœur des chansons du chanteur italien Andrea Bocelli, comme Conte Partiro, que je chantais du coup en phonétique. Ok. Mais également en ayant vraiment appris par cœur les chansons, en lisant les petits carnets. Est-ce qu'il y a des chansons que seul toi tu connais et ça t'énerve de voir que personne d'autre les connaît ? Oui, absolument. Il y en a énormément. Lesquelles ? Écoute, là, je peux te citer Double enfance de Julien Clerc. Je ne connais pas. J'adore cette chanson. D'accord. Elle est vraiment totalement sous-estimée pour moi. Je la trouve formidable. Je l'écoute régulièrement. Et sur l'album Pur de Lara Fabian, il y a des chansons qui sont passées sous silence par des gens qui sans doute n'aiment pas Lara Fabian. Mais qu'on l'aime ou pas, il y a des chansons qui sont d'excellentes chansons. J'inviterais tes auditeurs à écouter par exemple Humana. Et je vais l'écouter dès que je vais sortir. Tu trouves pas qu'elle est un peu sous-cotée, Lara Fabian ? Si, totalement. Lara Fabian est sous-cotée, ou en tout cas, elle a vraiment subi un traitement injuste, Oui, je je suis d'accord. trouve.
Et elle a la joie en ce moment de connaître un retour en grâce avec une série de concerts qui affiche complète. Non, je trouve que c'est une artiste qui est d'une générosité et d'une sincérité qui est assez désarmante. Moi, je la trouve super, Lara. Elle est géniale. On Voilà. adore Lara. Lara, si tu nous regardes, on t'aime. Ah oui, non, mais oui, c'est vrai qu'on nous regarde. Lara, je t'aime. Si tu pouvais organiser un festival avec 5 artistes morts ou vivants, tu prendrais qui? J'y serais en tant que spectateur ou organisateur du festival? Organisateur. Donc je peux Tu manger un choisis. petit morceau avec eux après. Bien sûr. Ok, trop bien. Écoute, je pense qu'il y aurait Barbara. Alors là, on se dit, ah, ce sera déprimant, etc. Pas du tout, il paraît qu'elle était hilarante. Donc je pense qu'on peut vraiment se marrer avec elle. Et en plus, ses chansons sont extraordinaires. Je voudrais qu'il y ait Feu Chatterton, Ah oui. parce que je les adore. Donc il y aurait Barbara, il y aurait Feu Chatterton. Je pense qu'il y aurait Céline Dion, parce qu'on ne fait pas plus fédérateur et qu'à un moment, il faut penser à la billetterie du festival. Et qu'en plus, je pense qu'elle est trop sympa et que par ailleurs, j'aime beaucoup sa musique. J'ose pas dire Goldman parce que je pense qu'il viendrait pas. Tu penses qu'il viendrait pas? Je pense qu'il viendrait pas. Jean-Jacques, si tu nous écoutes, je fais partie des nombreuses personnes qui t'admirent, qui t'aiment et qui rêveraient de te voir sur scène un jour. J'ai raté la tournée 98 en passant, car je n'avais que 9 ans. Je ne l'inviterai pas par peur d'être déçu qu'il ne vienne pas, en fait. Enfin, tu lui mets un pass VIP pour... Oui, ah bah alors oui, si tu m'entends, Jean-Jacques, il y aura une enveloppe à ton nom à l'accueil si tu veux venir. Je voudrais inviter aussi Clara Isé, parce que je trouve qu'elle chante très très bien, qu'elle a beaucoup de talent et que je l'ai vue sur scène. Elle était formidable. Et enfin, Patchy de la Starac, parce que Patchy, franchement, beaucoup de sympathie pour lui. Il chante très bien. Il n'a pas joué le jeu du showbiz et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas eu une carrière qui lui permet de remplir le Stade de France aujourd'hui, mais Patchy fait la chanson qu'on aime. Voilà. Tu peux rajouter un 6e invité? Oui, tu peux. Parce Merci. que c'est toi. Eh bien, ce serait un artiste qui s'appelle 22h22, que j'adore. Parce qu'il fait de la vraie, très bonne chanson française, originale, avec des textes, des mélodies. Je l'aime d'amour, je trouve ça super. Et je l'ai vu en concert, il est incroyable. Et c'est quoi ton opinion sur ces chanteurs qui nous ont quittés très prématurément? Et est-ce qu'on les aime autant aujourd'hui parce que ils ont eu un destin brisé et que quand on écoute leurs chansons, forcément on y pense et on a envie de pleurer? Écoute, je suis d'accord avec toi, c'est drôle, c'est l'objet d'un des chapitres du livre que j'ai écrit avec Didier Varro sur ces figures mythiques dont la mythologie est reliée justement au départ prématuré. Et moi, je pense qu'effectivement, un destin fauché d'un artiste qu'on aime, on a l'impression de perdre quelqu'un de sa famille. Ces chansons prennent une teinture particulière et ont une valeur particulière quand on les écoute, parce qu'il y a aussi la carrière fantôme qu'on ne connaîtra jamais, c'est-à-dire les albums qu'ils auraient dû faire et qu'on n'entendra jamais. Et ça laisse le champ libre à nos fantasmes de fans. C'est merveilleux. Mais ce que j'adore, c'est des fois, il y a des titres inédits Oui. qui sortent. Enfin, je pense notamment à Vivre de Michel Berger, qui est sorti Oui, il y a absolument. 3 ans, ou La Prisonnière de France Gall, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que c'est une joie incommensurable. Enfin, Très émouvant. c'est hyper émouvant. Tu penses que Michel Berger l'aurait aimé, ChatGPT, ou pas? Michel Berger, je pense que non, il n'aurait pas aimé ChatGPT comme objet. En revanche, je pense que c'était un artiste qui était fasciné par la technologie et qui avait très envie de créer de la musique qui soit la musique contemporaine, au sens la musique de son temps. Peut-être qu'il se serait amusé à composer autour de mélodies générées par ChatGPT. Mais en tout cas, il n'aurait certainement pas laissé ChatGPT écrire un album comme l'album Cœur brisé qu'on aime tous. Qui est un album absolument incroyable avec toutes les chansons dédiées à Véronique Sanson. Ça me brise le cœur à chaque fois que je l'entends. Bon, d'ailleurs, il n'a pas arrêté d'écrire des chansons à destination de Véro après cet album, mais c'est une autre histoire. Absolument, on pourrait en parler longtemps. Je pourrais en parler au moins pendant 5 heures, sans m'arrêter. Je t'écouterai. J'adore écouter les albums live des artistes que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'on sent vraiment leur personnalité, Bien sûr. on sent leur émotion, enfin, c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Et il y a un album live où on entend Véro chanter Ma Révérence au Francofolie de La Rochelle, de je ne sais plus quelle année, et à la fin elle dit « et que je serai seule au monde ». Et là, t'as le public entier, mais qui se lève d'un seul homme et qui dit « non ». Mylène Farmer a une chanson magnifique qui s'appelle Inamoramento, qu'elle a chantée en 2019 lors de sa résidence à la Défense Arena. Les paroles disent je sais qu'il me faudra cesser. Et là, évidemment, tout le public dit non, surtout pas. Daniel Balavoine, je pense que c'est dans sa série de concerts au Palais des Sports, qui est un album live absolument génial. D'accord. Je ne suis pas un héros. Il dit les femmes, les cris de femmes. Bien sûr. Et là, tu as toutes les femmes qui crient. Je te soutiens, je suis d'accord avec toi. C'est merveilleux d'écouter les albums live de nos artistes qu'on aime. Aussi pour voir les inter-chansons. Qu'est-ce qu'ils nous disent entre les chansons. Sur Spotify, j'ai un titre liké qui est Véronique Sanson qui présente ses musiciens. C'est génial.
Elle le fait avec générosité, enthousiasme. Elle est toute jeune, tu vois, c'est dans les années 70, c'est Absolument. compliqué, elle souffre et tout. Et elle est là et c'est magnifique. Il y a plein d'artistes que j'aime énormément qui sont morts, Oui. décédés, 6 pieds sous terre. Et je n'ai jamais eu l'occasion de les voir en concert. Le fait d'écouter les albums live, j'ai un peu l'impression de les avoir vus en concert. Je comprends. T'en as un en tête, là? Du coup, Balavoine. Balavoine, Berger, Johnny. J'aurais adoré voir Johnny en concert. Ah oui, moi je l'ai vu en concert gratuit au pied de la Tour Eiffel pour un 14 juillet. Extraordinaire. Mais vraiment, j'ai cru que la Tour Eiffel allait décoller comme une fusée Ariane. Enfin, c'était incroyable. Il avait ce pouvoir magique, Johnny. Tu as vu la série Johnny par Johnny? Non. Il faut que tu la regardes, c'est super. C'est promis, je le ferai. Vraiment, je ferai mes devoirs. C'est vraiment bien. On voit vraiment tout l'aspect divin de Johnny et je ne peux que être d'accord. Et d'ailleurs, après, à la fin, donc on voit son décès, son enterrement, tout ça. Et j'ai été émue aux larmes. Est-ce que tu sais chanter? Assez mal, Okay. mais j'y mets du cœur en tout cas. Et si on fait une soirée karaoké ensemble un jour, tu seras pas déçu. Je pense. Voilà. Ouais, ça m'étonne pas. Moi, c'est pareil, je chante extrêmement mal. J'allais te demander, de mémoire, on a fait quelques soirées ensemble où je t'ai entendu chanter. C'était pas ouf. T'étais enthousiaste en tout cas. Je suis très enthousiaste. Voilà. Et une fois, j'ai fait un karaoké avec un ami très cher sur Shallow de Lady Gaga et Bradley Cooper. Bien sûr, ça devait être inaudible. Et j'étais à l'Enchanteur dans le Marais, qui est un super karaoké. Et donc on était là-bas et là je chante mais exsangue. Et je pensais que j'avais vraiment peut-être ça. En fait, j'ai une présence scénique exceptionnelle. Ah bah c'est très important. Mais je chante super mal. T'as la voix qui suit pas quoi. Pas du tout. Ouais. Du coup, faut peut-être faire du lip sync. Tu as pensé? J'ai pensé à faire du drag king. Ah. Mais attends, mais tu serais pas mauvaise en plus. Je serais super bonne, je pense. Ah ouais, c'est sûr. Je sais pas, j'ai un blocage. Bah, en tout cas, le jour où tu te lances, je serai au premier rang à t'encourager. Merci beaucoup. Ça me touche énormément de sa part. Même si tu chantes mal, si tu devais faire The Voice, tu choisirais quelle chanson? Si je devais faire The Voice, je pense que je choisirais On ira de Jean-Jacques Goldman. Je la trouve merveilleuse. C'est pas la première fois que tu m'en parles. Il y a même une époque où, avec un de mes meilleurs amis, on avait envie d'écrire une thèse entière sur le thème de l'ailleurs dans la chanson française, en particulier chez Goldman et chez Jean-Louis Aubert. Je laisse tes auditeurs et auditrices creuser la question s'ils le souhaitent. On ira, il y a un monde ailleurs. Là-bas, absolument. Non, vraiment, il y a quelque chose à creuser. Et On ira, pour moi, est une des meilleures chansons de Goldman. Tu penses quoi de la chanson Tourne les violons? Alors, Tourne les violons, effectivement, c'est un petit malentendu entre Jean-Jacques Goldman et moi, et nous, j'ai envie de dire. Mais ouais. Je suis assez d'accord, je l'ai découverte hier, cette chanson. Alors déjà, le clip officiel est assez cocasse, ambiance médiévale. D'accord. En fait, j'ai lu les commentaires et c'était vraiment des gens qui étaient en mode mais je pleure devant cette chanson, c'est une chanson formidable et tout. Et je me suis dit, mais en fait, c'est Jean-Jacques Goldman, tu vois. T'as quand même 1 milliard de chansons incroyables et tu choisis Tourne les violons. Jean-Jacques Goldman, son album live En passant 98 est vraiment extraordinaire. Il y a une chanson qui s'appelle Tout était dit, qui est vraiment merveilleuse. Elle est formidable. Cette chanson, elle est une chanson goldmanesque jusqu'au bout des ongles, mais archi réussie. Elle me donne des frissons à chaque fois. Tu parlais de thèse tout à l'heure. Tu as envie de faire des thèses sur la chanson française? J'aurais totalement pu me lancer dans l'écriture de thèses au pluriel sur la chanson française. Oui, carrément. Sur quel thème? Alors, justement, le thème de l'ailleurs, ça c'en est un. En fait, le livre que j'ai écrit avec Didier Varro n'est pas une thèse. C'est pas du tout pénible à lire comme peut l'être une thèse. En revanche, c'est un livre qui nous invite à regarder le dialogue entre la chanson française et la société française depuis 70 ans. Et j'ai trouvé que ça, c'était assez passionnant de voir comment certains artistes, certaines chansons fonctionnent, trouvent leur public à un moment donné qui n'est pas un moment anodin. C'est qu'en fait, c'est un moment où le public est prêt pour ça, a envie de ça, et souvent ne le savait pas qu'il en avait envie. Mais c'est la chanson comme révélatrice de bouleversements sociaux, je trouve ça passionnant. Moi, j'ai très envie d'écrire une thèse sur Starmania. Mais vas-y, je pense, elle trouvera son public, elle trouvera ses lecteurs. Parce que je trouve que c'est tellement visionnaire et tellement, mais en avance surtout, et en même temps hyper universel. Et je pense que dans 100 ans, ça sera encore d'actualité. Et avant même, c'était d'actualité. Enfin, c'est quelque chose qui traverse les époques et je trouve ça incroyable. Ah, c'est extraordinaire. La mise en scène de Thomas Joly était, je trouve, merveilleuse. Ouais, tout à fait. Il y avait une excellente idée dans ce Starmania qui était également un hologramme. Alors ça. Est-ce que tu veux en parler? Je veux parler de l'hologramme de France Gall dans Starmania. Je veux en parler. Pourquoi que France Gall?
c'était aussi une merveilleuse manière c'est le joyau dans l'écrin. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, C'est cristal, quoi. C'est voilà, exactement. Mais pourquoi pas Johnny Roquefort? Pourquoi pas Balavoine? Écoute, il est mort aussi. Hein. Il est mort aussi. Il nous manque aussi. Il nous manque beaucoup. Je sais, mais par ailleurs, tu m'as pas demandé ce que Balavoine ferait aujourd'hui. Moi, je pense que Balavoine, il serait trop indigné parce qu'il parle de l'état du monde. Il prendrait plus le temps de sortir sa guitare pour composer. Non, c'est sûr. Et je pense sincèrement qu'il aurait eu un peu une trajectoire à la Goldman, tu vois. Personnalité préférée des Français, mais on le voit jamais parce qu'il est dans sa maison en train d'essayer de changer le monde et en même temps, il participe à il est dans des ONG, il fait des discours à l'ONU, enfin, tu vois. Mais n'oublions pas quand même que Balavoine était un très bon client à la télévision parce qu'il s'indignait, parce qu'il en fait créait ce qui ne s'appelait pas encore des buzz. Mais moi, je pense que dans une époque aussi propice à la polémique que celle dans laquelle nous vivons, il aurait été un très bon client à inviter dans les médias pour réagir, pour se fâcher. Tu penses qu'il aurait été chroniqueur chez Hanouna? Écoute, j'espère vraiment que non. En fait, je veux pas trop me projeter dans une réalité parallèle où Balavoine est chroniqueur chez Hanouna. C'est pas possible. Non, je pense pas. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Anaïs. Avec plaisir, Martin. Merci à toi d'être venu. Non, j'étais très heureux de venir parler avec toi de chansons françaises et j'espère que quand tu liras la chanson française un peu beaucoup passionnément, qui paraît aux éditions Le Robert le 16 octobre, tu seras heureuse d'apprendre des nouvelles choses, de reconnaître des anecdotes que tu connaissais déjà et de surtout laisser se déployer ta passion pour la chanson française le temps de 467 pages. Je pense sincèrement que ce livre deviendra mon livre de chevet. Bon, bah, écoute, que je vais aimer m'y plonger, m'y replonger. Je vais bien réfléchir à ma dédicace alors. S'il te plaît. Merci beaucoup. Merci à toi.